Je me suis souvenu ce matin, Alexandre, de cette étude qui avait été faite par l'Institut économique de Montréal sur les prises de congé des fonctionnaires. Qui n'étaient pas égales, lundi, mardi, mercredi. Normalement, tu as 5 jours, ça devrait être 20% par jour. Mais il y avait une très, très forte surreprésentation de la maladie le vendredi. On est moins résistant. Oui, les virus cognent le vendredi. Mais donc, tout ça pour dire que les médecins se font un peu présenter. Probablement que c'est le gouvernement qui a compilé ces statistiques et les rend tout à coup disponibles, mais se font faire un peu le même coup, là. Oui, et ça risque de faire jaser aujourd'hui. Ce sont des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, donc, qui nous révèlent que quand on regarde le portrait de la situation, là, la très grande majorité des rendez-vous, puis on a évalué les chiffres d'à peu près 10 000 médecins de famille de janvier 2024 à mai 2025. OK? Donc, la très grande majorité des rendez-vous, 60% sont offerts du mardi au jeudi. Le vendredi, le nombre de rendez-vous chute de 30%. Mais c'est pas tout. Il y a 3% des rendez-vous médicaux seulement qui sont offerts en soirée et moins de 6% offerts la fin de semaine. Du nombre, 80% des rendez-vous sont offerts aussi avant 15 heures. Et quand on regarde aussi, plus de 16 millions de rendez-vous médicaux ont été offerts en 2024, à peu près 1,3 million par mois. Ce qu'on constate du côté du ministère de la Santé, c'est qu'encore trop de patients se rendent à l'urgence parce que, justement, c'est difficile de rencontrer un médecin au bon moment. Oui, et c'est pour ça que dans le projet de loi, il y a ces efforts de 17h à 20h, pas nécessairement la nuit. La nuit, on comprend que c'est plus l'urgence, mais de 17h à 20h pour étirer certains... Mais... On comprend tous que, d'abord, ces chiffres-là sont intéressants à connaître. C'est ceux qui vont alimenter la discussion, mais ils sortent pas par hasard. Là. Je veux dire, s'ils sortent aujourd'hui, en plein cœur d'une discussion entre le gouvernement et les médecins, je pense qu'il y a un but de provoquer cette discussion-là. Ouais, et Mario, ce qui avait fait énormément réagir hier, puis ça a brassé, c'est toute la question des lettres qui avaient été envoyées par certains médecins, certains GMF, à l'intention de la clientèle, des patients, en disant essentiellement qu'avec le projet de loi 106, vous risquez de perdre votre médecin. Le Collège des médecins a rabroué d'ailleurs la FMOQ, qui s'est défendue quand même, qui garde eux, ils disent qu'ils informent leurs patients d'un danger réel. Et que ce ne serait pas une action concertée, mais on a approuvé des modèles de lettres. Ouais. Alors là... Puis à la limite, là, je pense que c'est faire paniquer le monde. Puis il y a une partie des cas où c'est faux. Là, les gens ne perdront pas leur médecin. Mais la deuxième moitié, quand tu demandes aux gens de prendre une action politique, de s'engager dans une démarche politique auprès de leurs députés puis tout ça, là, sincèrement, à mon avis, tu peux pas. Là. Tu peux pas utiliser une adresse courriel que tu as obtenue parce que ton patient, là, tu vas y transmettre ses résultats de laboratoire que tu as obtenus dans le cadre de tes activités cliniques, puis utiliser ce courriel-là. Parce que là, ça devient, quand tu lui dis « appelez votre député » ou « écrivez au ministre », ça devient un courriel politique. Alors, tu peux pas utiliser des courriels obtenus pour des raisons cliniques, pour une démarche politique. En fait, on ne l'accepterait pas d'aucun autre groupe ou d'aucune autre organisation là, d'utiliser ces courriels-là. Donc, il y a un problème. On dit que le Collège des médecins va faire une autre démarche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils pourraient sanctionner certaines cliniques médicales? Ça va être à surveiller. Mais on a senti hier que ça avait vraiment piqué François Legault et piqué Christian Dubé aussi. On vous a préparé un petit montage. C'est très grave ce que fait le syndicat des médecins de famille. C'est irresponsable. Moi, je demande au syndicat des médecins de famille, là, d'arrêter de dire des faussetés. Sinon... C'est irresponsable qu'ils viennent s'asseoir à la table pour négocier pour les Québécois, pour les patients. C'est ça qui est important. Il s'est dit beaucoup de choses au cours des derniers jours, mais comme on le dit depuis le début, qu'est-ce qui est important? C'est l'intérêt des patients. Je pense qu'hier, le Collège a fait la bonne chose. Ouais. Sur François Legault, je suis peut-être vieux jeu, d'une vieille école. Dans des crises, négociations très tendues, ça a été le cas. J'ai toujours pensé que le premier ministre aurait intérêt à se garder le plus en réserve de ça possible pour que, tu sais, à minuit moins une ou à minuit moins une seconde, quand tout est morpionné au maximum, puis que là, il faut essayer soit d'obtenir une entente de dernière minute ou d'éviter que le conflit aille trop loin, qu'il soit dans la position de revenir comme une espèce de juge Salomon, là, l'homme sage qui n'a pas été mêlé au conflit précédent. Mais ça, c'est clair, je sais pas si c'est François Legault lui-même, sa personnalité ou ses conseillers, ils sont pas là du tout. Là. Lui,
dès qu'il y a une mêlée, on a l'impression que c'est au hockey, là, dès qu'il y a une mêlée sur le bord de la bande, là, il va dans un début d'escarmouche, là, comme disait René Le Cavalier, lui, il saute dans le top, il passe le gars d'en face et il est pas capable de se retenir. Bon, ça clique. Écoute, on dit ça chaque matin, mais j'ai une autre grosse journée hier à la commission. Un autre vérificateur. Oui, mais 2 témoignages hier. Puis, encore une fois, il y a des noms qui reviennent. C'est souvent la garde rapprochée de Karl Malenfant. On a entendu donc hier, notamment, témoignage de l'ancien coordonnateur du comité conseil de la SAAC, Nicolas Vincent, qui, selon lui, a affirmé que Malenfant avait une grande influence, pouvait même avoir la majorité des gens de son côté. Il y a toute la question aussi là, de l'octroi de certains contrats, certains membres qui ont soulevé une perception de favoritisme envers l'entreprise SAP, d'ailleurs qui a obtenu là, un contrat important. On a aussi appris que la SAAC aurait fermé les yeux sur le non-respect du contrat et sur les fameux taux horaires de 350 $ de l'heure là, pour les consultants. Et ça, c'est l'autre témoignage. Mais toi, Alexandre, mettons, tu fais des travaux. C'est beau chez vous, tu as une belle maison, puis tu es fier de ta maison, tu fais des travaux. Oui. Puis là, l'entrepreneur, il y a des employés, tout ça, mettons, son taux horaire passe de 50$ de l'heure à 250$ de l'heure. Moi, je suis un peu comme toi sur les finances. C'est sûr que je poserais des questions. Tu poserais-tu des questions? Ben, tu dirais, c'est correct. Non. T'enverras facture à 200. Moi, je me suis fait construire une maison, Mario, puis la facture a fini à la scène près qu'on avait décidé. Est-ce que tu surveillais étape par étape? Oui, puis j'avais un très bon constructeur, ceci étant dit. Mais oui, bien sûr que je surveillais aussi. Je faisais mon devoir. Et quand on parle d'argent public, il me semble qu'on devrait avoir la même diligence. Or, à sa clique, à chaque jour, c'est pas ce qui ressort. Mais moi, j'irais te chercher si c'était eux. Là. Oui. Je pense que tu pourrais adresser ça. Je peux offrir mes services de consultant pour 350$ de l'heure. Ça, c'est l'autre question. Je la posais hier au bulletin de 17h. Ouais. On est passé de 82 à 350. Bon. Mais on se comprend que l'employé, là, le vrai personne, mettons, un programmeur informatique qui est sur son clavier et qui travaille, on s'entend qu'il ne reçoit pas 350$ de l'heure. On s'entend qu'il ne reçoit pas 349 non plus, là. Lui, il reçoit, je sais pas combien, là, c'est sûr que c'est un travail bien payé, c'est des gens qui ont une grosse compétence, puis tout ça. Mais... il y a une cote qui va ailleurs. Mettons qu'on le paye au coton, mettons on a un super programmeur informatique, on le paye 100$ de l'heure. Il y a un 250 qui... Il va où, le 250$? Ben là, t'es dans... c'est la marge de profit, les frais d'administration. On se pose des questions. Est-ce que des entreprises se sont graissées, mais graissées, là? Et moi, je vais vous présenter un extrait de Jérôme Véro. Lui, c'est un ancien contrôleur financier de la SAAC, puis il a fait des comparaisons vraiment importantes en disant, la haute direction, ça ressemblait aux 3 singes de la sagesse. Je veux rien entendre, je veux rien boire, je veux rien dire. Et il a qualifié aussi même de maudite cochonnerie, là, le projet SACLIC. Il a quitté d'ailleurs après 18 mois, là, après son arrivée en poste, parce qu'il était carrément découragé. Il y a un échange aussi intéressant avec le juge Galland. Là, on parlait de rénovation, puis on parlait, exemple, de construction de maison. Le juge Galland a donné un exemple quand même assez savoureux là, de la transposition de la méthode, par exemple, de la SAAC dans notre réalité à nous. Si, par exemple, on a un problème de plomberie, voici le témoignage de Jérôme Véro. Je suis responsable de me livrer quelque chose qui marche, ça marche pas. Puis je te repaye encore. Je te repaye encore. Mon plombier est venu, pas fait le job, je le rappelle, puis il me charge encore tant de l'heure. Mais quand on lit les notes du bureau, les notes très émincées du bureau de projet sur ce qu'ils ont fait comme vérification, tout est beau, tout est conforme, allez en paix, payons la facture. Je suis comme la vérification interne, j'entends toujours un peu de gros autour de l'os pour justifier le changement des ressources de 82 à 350. Mais je peux vous dire que je suis mort sous ma faim parce que quand je suis parti, je ne savais toujours pas. Oui, parce que le contrôleur financier ne sait pas, lui. Si à la maison, vous demandez comment ils ont pu passer de 82 à 350$ de l'heure, le contrôleur financier à l'interne a posé la question, puis quand il a quitté sa job dégoûté, il n'y avait toujours pas la réponse. Il ne savait toujours pas pourquoi. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Ben c'est ça qui l'amenait à dire que les gens se bouchaient, se fermaient les yeux, se bouchaient les oreilles, voulaient pas savoir, même quand ils étaient avertis.
Le projet de loi 89 a été voté hier à l'Assemblée nationale. C'est le projet pour encadrer les grèves. Et dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que Québec a maintenant le pouvoir d'intervenir en cas de grève, en cas de lockout. C'est un projet de loi qui va permettre au Conseil des ministres d'adopter un décret pour, par exemple, renvoyer un conflit au tribunal administratif du travail. Par la suite, les deux parties vont avoir 15 jours pour s'entendre sur les services à maintenir. Sans quoi, s'il n'y a pas d'entente, c'est le tribunal qui va avoir le dernier mot là-dessus. Vous comprendrez que c'est un projet de loi qui est loi maintenant, qui a été très critiqué par les grands syndicats qui disent... Qui considèrent que la grève est un absolu, un droit absolu. Alors, on attaque ce droit-là. Ouais. Or, le ministre du Travail, Jean Boulet, dit on va juste avoir recours à ce décret-là seulement dans des cas exceptionnels. On va lui parler d'ailleurs ce matin. On va lui parler ce matin, mais des cas exceptionnels. Le transport en commun d'une ville est paralysé, on ferme les écoles pendant des semaines, des cas où on pourrait dire... je me souviens de plusieurs experts, dont Égide Royer, qui nous disaient dans le cas des écoles, c'est une chose de fermer les écoles, mais pour des enfants en difficulté, des enfants où c'est pas facile à la maison, toutes sortes de circonstances particulières, est-ce que ça a du bon sens de laisser ces enfants-là pas d'école pendant des semaines? Alors, c'est toutes des questions qui pourraient être évaluées, mais à partir du moment où, comme le dit, moi, sincèrement, c'est mon projet de loi préféré de toutes les années de la CAQ. J'ai aimé la laïcité, j'en ai la langue française, j'en ai aimé d'autres, mais ça, c'est mon préféré. Enfin, on vient dire, oui, le droit de grève existe dans notre société, mais c'est un droit qui doit être balancé avec les droits d'une population, les droits de payeurs de taxes, les droits d'enfants handicapés, les droits de toutes sortes de personnes, de personnes pauvres qui n'ont pas d'auto pour aller travailler et qui ont besoin du transport en commun. C'est comme un droit qui doit être balancé avec d'autres droits de la société, non pas un absolu où tu te dis, là, si le syndicat décide, on prend la population en otage, puis tout ça. Et je dois dire qu'un de mes étonnements... Hier, le Parti libéral a voté avec la CAQ. Je m'en doutais. Québec solidaire a voté contre. C'était une certitude absolue. Ma déception, c'est que le PQ a voté contre. Le PQ est resté dans ses vieilles alliances syndicales, complètement, et a voté contre le projet de loi. Ça, pour moi, ça représente une déception. Et Marion, on peut peut-être juste rappeler, avant de conclure le sujet, que une statistique assez révélatrice. Le Québec représente à peu près 23 % de la population canadienne, mais au-delà de 90 % des grèves. Depuis 2023. Au pays, depuis 2 ans. Mais là, présentement, c'est fini, ça. Il n'y en a plus bien. Non, c'est juste cette semaine. La RTC, la construction. STM bientôt, construction. Garderie. Et après, on s'est étonné quand les jeunes voulaient faire la grève. Oui, c'est ça. Non, mais des grèves, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On imite les Français, on dirait. Oui, c'est comme une épidémie. Et finalement, on prépare la rencontre des premiers ministres des provinces du côté de M. Carney. La semaine prochaine, donc lundi à Saskatoon, François Legault veut proposer donc au fédéral de financer une ligne d'hydroélectricité entre Terre-Neuve et le Québec. On parle souvent de corridor énergétique. Ce que M. Legault veut affirmer aussi, c'est qu'en échange, son gouvernement va étudier les éventuels projets d'oléoduc qui pourraient passer sur son territoire. Il avait même déjà avancé en entrevue avec Stéphane Bureau à son podcast Contact, une espèce de corridor de cette île. Doug Ford aussi avait invité le Québec à les accepter, ces pipelines, lors d'une autre rencontre avec les premiers ministres. Alors, ça permettrait, c'est brillant, ça. Regarde, on veut faire du transport d'énergie entre provinces, puis on veut que le Québec collabore, soit plus ouvert aux pipelines. Mais dans le transport énergie entre provinces, là, quand nous, on fait un deal avec Terre-Neuve pour de l'électricité, c'est du transfert d'énergie entre provinces. Il faudrait que le fédéral paye une partie de la ligne électrique, de la ligne de transmission. Et on a quelques détails aussi dans le Globe and Mail là, des intentions du premier ministre Carney qui veut présenter aux autres premiers ministres les grandes lignes de son projet de loi pour accélérer la construction d'infrastructures à travers le Canada. M. Carney, qui l'a même répété cette semaine à la Chambre des communes, veut laisser tomber les barrières entre les provinces pour qu'il y ait une grande économie et non 13, en réponse, bien sûr, à toute l'incertitude entourant les tarifs. Parlant du Canada, il faut le célébrer. Est-ce que l'on va célébrer cette fête du Canada cette année? Mais on peut pas, nous, au Québec. Ben, parce que c'est la fête du déménagement. D'habitude, moi, c'est même, je l'ai vécu toute ma vie. Le 1er juillet, c'est la fête du déménagement. Puis tu essaies de déménager un peu avant parce que c'est difficile d'avoir de l'aide cette journée-là. Puis la pizza, c'est comme la journée de la pizza. Ouais. Est-ce que cette année, avec ce qui se passe, avec les conflits sur les tarifs, est-ce qu'on va célébrer davantage le Canada? J'ai quand même posé la question à Mitsou parce qu'elle fait partie des artistes qui vont chanter à Ottawa pour le gros spectacle. Finalement, le Québec est quand même bien représenté. Là. Il y a plusieurs noms, entre autres... Mais c'est moins controversé, mais il y a une époque pas si lointaine où les artistes
qui acceptaient là, d'aller à la fête du Canada étaient quasiment ostracisés parce que là, on les traitait de... Tu sais, quasiment de points puis de profiteurs qui allaient prendre l'argent du fédéral, laissant la culture québécoise, l'identité québécoise de côté. Même moi, je me suis déjà occupée pendant un moment des hymnes nationaux. C'est moi qui trouvais les artistes pour chanter les hymnes nationaux à Sherbrooke. Puis il y en a plein qui me disaient non, qui n'étaient pas capables de chanter. Ça se pouvait pas, de chanter les paroles de l'hymne national. Puis on en parlait avec Benoît Dutrisac aussi, qui disait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes même qui participent à la Fête du Canada. Puis je pense honnêtement que oui, c'est en train de changer. Est-ce que c'est l'air du temps, justement, avec les États-Unis? Je ne sais trop. Mais au Québec, en tout cas, Mitsou va chanter. On lui a demandé de chanter cette chanson-là. Ah oui? Oui. Parce que ça pourrait être vu comme une chanson indépendantiste, la chanson qu'on fait jouer le soir du oui. Là. Bye, mon cowboy! Ça marche, le cowboy des plaines. de l'Alberta, c'est ça? Cœur de pirate, Edith Butler, Rock Voisine, Musaïon, Billy Dupage, Freds, Dumas font partie des représentants du Québec à Ottawa. Sinon, Sarah McLachlan, Josh Ross et Tom Cochrane aussi font partie des invités. C'est Isabelle Dacipo qui va animer la soirée. Donc ça, c'est les célébrations à Ottawa. Par la suite, il y aura des déclinaisons à travers le Québec. Mais tu sais, moi, je me rappelle même d'avoir ri à chaque année quand il y a un spectacle dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Je suis comme, on célèbre la Fête du Canada à Saint-Jean-Baptiste. Ouais, fait que au camping. Allez-vous célébrer la Fête du Canada? Moi, c'est quelque chose que je ne célèbre pas. Non, moi non plus. Mais des fois, s'il y a un feu d'artifice, je vais le regarder. Mais même à ça, un feu d'artifice payé avec mes taxes fédérales. Je me dis, bon, ben, mais souvent, ils sont pas très... je vais le regarder. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, là. Ben non. Poutou, c'est souvent Québec, pas... Mais je sais pas, un 1-8-7 Cube Radio, est-ce que le fait qu'on est en conflit présentement, ça active la fibre, le sentiment la fierté canadienne? La fibre canadienne, c'est sûr, c'est renforcé durant l'année, il n'y a aucun doute. Parlant de ça, on veut que la Coupe Stanley revienne au Canada et ben là, on est à une chance sur deux. Oui, ton souhait est exaucé. Je dirais même qu'on est à 51% tellement que j'ai confiance. Ben oui, non, mais moi j'ai l'impression que quand même, il y a un certain momentum pour ce qui est des Oilers d'Edmonton qui ont accédé finalement à la finale de la Coupe Stanley grâce à leur victoire de 6-3 hier contre les Stars. Le match avait lieu à Dallas, éliminant du même coup les Stars. En fait, 2 buts des Oilers sur les 2 premiers tirs ont eu raison d'ailleurs du gardien numéro 1 des Stars, Oettinger, qui a été retiré du match par Peter DeBoer, l'entraîneur-chef des Stars, qui là, m'a donné un temps d'arrêt, a essayé de rebrasser ses troupes un petit peu, mais malgré tout ça, les Stars, même s'ils ont eu quelques regains de vie dans le match, n'ont jamais vraiment été dans le coup. Et si bien qu'on connaît déjà l'horaire donc de cette série finale revanche de la Coupe Stanley entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Donc, ça commence le 4 juin, premier match. Donc, mercredi. Donc, c'est prochain. devancé, étant donné que les séries, les demi-finales ont été moins longues, ça devance tout. Exact. Et advenant le cas qu'on ait un 7e match, projetons-nous un petit peu comme ça avait été le cas, par exemple, l'année passée, le 7e match aurait lieu le 20 juin prochain à Edmonton. Dans tous les scénarios, on va avoir un gagnant de la Coupe Stanley avant la fête nationale du Québec. Ouais, parce que ça devient tard un peu. Là. Il y a une date, on dirait qu'il y a une date à laquelle le hockey, c'est